partie de ce comité qui se réunit environ une fois par mois. Et le CIRM, vous vous rappelez sans doute qu'il y a 6 ou 7 ans, le gouvernement de Californie avait voté une proposition, qui est la proposition, je crois, 71, si je me souviens bien, qui donne 3 milliards de dollars, 3 billion dollars, donc une somme absolument énorme, à la recherche sur les cellules souches. Et c'était venu il y a quelques années en réaction au gouvernement Bush, tout simplement, qui avait décidé de supprimer toute recherche. Et finalement, on s'aperçoit bien que, certes, il y a les transplantations, mais en gros, on ne connaît pas, on ne sait pas très bien comment régénérer les cellules et les tissus. Une fois qu'un tissu est mort, il faut le remplacer, mais on ne sait pas les faire repousser. Et on pense donc qu'une des grandes voies d'avenir de la recherche, pas seulement pour les transplantations de moelle osseuse et autres, mais en général, ça peut être les cellules souches. Et donc, il y a un comité, l'Institut du CERN, avec des personnes, des scientifiques employés à temps plein, qui sont là pour revoir les propositions de demandes de fonds, de demandes financières, et juger le mérite de ces demandes. Et le comité indépendant, comme tout board, est là pour vérifier la qualité de ces jugements. Et donc, sur cette réunion sur 2 jours, on a revu une vingtaine de propositions de demandes de fonds sur les cellules souches qui pouvaient aller de la maladie d'Alzheimer à l'infarctus du myocarde jusqu'à des maladies extrêmement rares, des maladies génétiques. Et c'était tout à fait passionnant de voir les différentes perspectives là-dessus, d'autant que c'est des comités complètement publics, entièrement publics, ce qui fait que le scientifique qui a fait sa demande de bourse et dont il sent que la demande de bourse risque d'être rejetée, ne manque pas de venir dans l'assistance, demande à parler et nous expose pourquoi en fait on doit changer de point de vue. Et puis bien sûr, il y a des représentants des patients, il y a des représentants des associations de patients, et c'est vraiment tout à fait passionnant de faire ça. Voilà. Super. Alors on va revenir un peu sur ton background. Tu es né à Rennes. Oui. Et tu as passé tes 7 premières années à Madagascar. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens de ces années Le goût du service dans les pays en voie de développement. Voilà. Vraiment, c'est surtout ça. Le goût du service dans les pays en voie de développement. Vous me direz pourquoi je suis en Californie. Ça n'est pas tout à fait dans la ligne, effectivement. Mais ça, la vie est compliquée, on sait très bien qu'en général, on ne termine pas toujours exactement comme on voudrait, ou alors on prend des chemins un petit peu parallèles. Bon, on y reviendra, mais oui. tu as d'ailleurs beaucoup, et tu as investi encore beaucoup justement pour le développement de la médecine dans les pays émergents. Quelque chose qui m'avait intéressé, tu m'avais dit que même pendant ton internat, tu avais pris 1 an de break. Oui. Pour aller à l'île de la Réunion pour exercer. Oui, là c'était encore un petit peu différent. Pendant mon internat, effectivement, qui est donc un internat en pédiatrie de 4 ans en France, j'avais envie de voir d'autres choses, tout simplement, d'avoir une expérience différente que l'internat en pédiatrie à Paris. Et donc j'ai demandé une année sabbatique pour aller dans l'île de la Réunion, je peux avoir un poste d'interne. Et ça m'a permis de voir la pratique de médecine dans un milieu tropical et dans un milieu qui, tout en étant un département français d'outre-mer, a des circonstances économiques et sociales complètement différentes, et où j'ai vu notamment un contexte des maladies qu'on ne voit jamais ici. Pour dire une chose très simple, c'était il y a un certain temps quand même, et certaines choses n'ont probablement pas changé. La bouteille de rhum à La Réunion est moins chère que la bouteille de jus d'orange. Et ça veut tout dire sur ce qu'on peut voir en pédiatrie. Je me souviens avoir vu des syndromes d'intoxication alcoolique fétale, donc qu'on ne voit plus du tout en général en métropole, ou tout simplement il y a suffisamment d'alcoolisme chez les femmes enceintes pour que les conséquences soient à la naissance et irrémédiables pour le reste de la vie pour les enfants. C'en était un exemple, mais il y en avait plus d'autres. Et puis j'ai voyagé dans cette région. En réalité, lorsque je faisais mes études de médecine en France et mon internat, j'ai aussi eu l'occasion de travailler dans des pays en Afrique, que ce soit dans le dispensaire de Brousse au Cameroun, ou en Éthiopie dans un centre de nutrition à l'occasion d'une de ces famines régulières qui malheureusement touchent l'Éthiopie et la partie est de l'Afrique. Et je crois que tout ce désir d'être tout le temps parti, et finalement, effectivement, avec mes amis, collègues étudiants en médecine, j'avais un peu la réputation d'être celle qui était souvent partie. C'est venu de mes antécédents familiaux où j'avais vécu à Madagascar et beaucoup de nos relations familiales, etc. Ce sont les souvenirs de Madagascar. Revenons à tes jeunes années qui ne sont pas si loin d'ailleurs. C'est gentil, merci. Rien. Tes parents faisaient quoi à Madagascar? Alors Madagascar à ce moment-là était une colonie française, donc mon père était administrateur des colonies. Et puis dans le milieu des années 60, quand Madagascar est devenu indépendant, un pays, une république indépendante, au bout de quelques années, la plupart des administrateurs sont revenus et ont fait carrière en France. Donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai vécu en France et que certains de mes frères et sœurs,
que j'ai vécu à Madagascar et que certains de mes frères et sœurs y sont nés par exemple. Et puis par la suite, toute la famille est revenue sur Paris. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 4 frères et sœurs, tous actuellement en France. Dans la médecine ou... Non. Les 2 femmes sont une médecin et une sage-femme. Et puis les 2 hommes ne font pas du tout ce même profession. Voilà. Les hommes n'ont rien. Tu as donc fait une scolarité sans problème, je crois. Mais à quel âge t'es venu l'intérêt de la médecine? Tu as décidé d'en faire ton métier? Oui, ça c'était assez facile. Pour autant que je me rappelle, c'était ça, donc il n'y a pas de question. C'était une vraie vocation, ça l'est toujours. Et donc ça a été le fil conducteur de mes études et même de la façon dont j'exerce la médecine après. Ça c'est assez simple. Et beaucoup d'originalité. Tu as choisi, donc je sais que tu exerces encore à Palo Alto, à Lucille Packard, mais tu as choisi le monde de la recherche. Pourquoi avoir choisi la recherche? Parce que véritablement, pour autant que je suis même passionnée par la pratique de la médecine et particulièrement de la pédiatrie, j'avais de tout temps aussi envie de contribuer à l'amélioration des conditions de santé, de la santé, des conditions de traitement des patients au-delà du soin individuel, qui pour autant est la base quand même de la médecine. Et donc à la fin de mon internat, j'avais eu envie de faire une formation de recherche et en plus d'aller aux États-Unis pour justement m'ouvrir un petit peu à un autre milieu international. Et donc j'ai réussi à avoir une bourse pour faire une année d'épidémiologie à l'école de santé publique de Harvard. C'était ma première fois aux États-Unis et puis c'était la première fois pour comprendre ce que c'était que l'épidémiologie, les facteurs de risque des maladies. L'idée au départ était de travailler sur le sida parce que dans ces années-là, il n'y a pas si longtemps mais quand même, on s'intéressait énormément évidemment à l'épidémiologie du sida, on ne la comprenait pas très bien et on ne comprenait pas très bien les facteurs de transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Et en tant que pédiatre, c'était ce à quoi je m'intéressais particulièrement. Comment tu as fait pour décrocher une bourse pour aller aux États-Unis? C'était difficile? Non, ça n'était pas extrêmement difficile. Il suffit, comme toujours, c'était à Paris, il suffit de connaître un petit peu les gens et de vouloir chercher un petit peu les organismes où on peut avoir les bourses. Si je me souviens bien, il y avait à ce moment-là à Paris, je crois que c'est la Chambre franco-américaine, qui avait énormément d'informations pour les étudiants et j'étais loin d'être la seule à rechercher en toutes les listes de bourses. Et la bourse que j'ai eue, d'ailleurs je connais des gens, certains de nos amis ici font partie du même groupe, c'était la fondation Arthur Sachs qui donnait régulièrement des bourses à des Français dans différents domaines pour faire une année ou 2 à Harvard. Quelle est la grosse différence entre faire tes études de médecine en France et aller à Harvard aux États-Unis? Comment tu comparerais tes études Alors, ça n'avait vraiment rien à voir, ça c'est sûr, puisque mes études de médecine en France étaient vraiment des études pour être médecin, pour avoir un diplôme et pour pratiquer, alors que mon année à Harvard était pour faire de la recherche. Donc déjà rien de ce domaine était tellement différent, mais bien sûr, ça m'a aussi ouvert à l'état d'esprit de pratiquer la médecine et la recherche dans un milieu académique, comme je le retrouve aussi bien d'ailleurs maintenant à Stanford, où beaucoup de choses me semblaient beaucoup plus ouvertes comme état d'esprit aux États-Unis. Tout était dans la collaboration, tout était dans créer son réseau de recherche, connaître les gens, travailler un peu, publier. Alors que ce que j'avais appris en médecine en France, c'était l'art de la pratique médicale, mais pas véritablement ouvert sur un monde de recherche ni sur un monde international. Donc ces perspectives étaient fascinantes d'ailleurs. On va avancer, parce que si on veut parler après de tes actualités. Tu arrives aux États-Unis, je crois, t'installer avec ton mari en 1990. Voilà. Après. Et là, tu travailles chez Genentech en tant que chercheur, notamment sur le sida. En même temps, tu repasses ta licence de médecine, parce qu'il n'y a pas de correspondance, d'équivalence. Donc, c'était difficile. Oui, c'était pénible. Ça, c'est peut-être une des choses assez pénibles que j'ai pu faire, mais je ne le regrette pas. D'abord, c'était longtemps, donc les souvenirs, on les oublie un petit peu. Et puis, je ne le regrette pas du tout parce que je savais que je voulais vraiment exercer la médecine aussi. Je n'aurais pas été satisfaite de faire uniquement de la recherche. Et donc, il n'y avait pas de choix pour moi. Je voulais repasser un diplôme et pouvoir exercer. Et je comprenais bien aussi que le milieu américain le permet peut-être un peu plus facilement que le milieu français, en tous les cas, quand je suis partie de l'internat de Paris, alors que maintenant, ça se fait sans doute beaucoup plus. Et donc c'était un peu pénible parce qu'il fallait que je replace tous mes diplômes, y compris les diplômes de médecine adulte, alors que je n'exerçais plus que la pédiatrie. Mais bon, finalement, ça se fait, on y arrive, et puis après j'ai pu continuer à exercer la pédiatrie. Et tu as repassé ça en combien de temps? Oh,
Oui, la totalité. Il y avait aucune équivalence. Il y avait tu as fait ça en 1 an et demi, je pense, ça? Oui, en 1 an et demi, en même temps, en faisant de la recherche. Il faut être énervé quand même. Je me donnais pas le choix réellement. Il fallait très simplement qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'enfant, donc j'avais énormément de temps à contribuer à faire cela. Et il fallait, en plus, c'était pas seulement ça, mais tout en ayant fait finalement 5 ans d'internat à Paris, il fallait que je refasse encore 6 mois, 1 an d'internat dans un hôpital américain pour comprendre le système de fonctionnement. Et au début, j'ai trouvé ça un petit peu dur comme traitement, mais honnêtement, rétrospectivement, je trouvais que c'était tout à fait justifié, car il fallait bien que je sois comme tout autre médecin, que je comprenne bien les mécanismes, les rouages de la médecine ici, quand est-ce qu'on hospitalise un enfant, dans quelles circonstances on demande une consultation de spécialité, etc. etc. Donc il y a tout un mécanisme de fonctionnement du système de santé qu'il fallait bien que je comprenne et que j'absorbe. Quand même, assez impressionnant. Alors tu fais ça en moins de 2 ans, et là tu intègres après Chiron pour... Chiron, c'est en français, Chiron. Autant pour moi. Exactement, Chiron. Pardon. Je sais plus ce que je voulais dire. Si, en tant que directeur de recherche, tu peux nous expliquer tes responsabilités? Oui, donc là, à ce moment-là, je continue un petit peu à gravir l'échelle des responsabilités. On a finalement des projets de recherche de plus en plus importants. Et je continuais beaucoup à travailler dans le domaine du sida à ce moment-là. Un peu les vaccins, quelles étaient les possibilités de vaccins. Et là, c'était vraiment très difficile parce que, comme vous le savez sans doute, même à ce jour, il y a peut-être juste un vaccin qui a montré un effet très très mineur sur la fréquence des infections, et on est reparti finalement à une recherche de base sur les vaccins contre le sida. Mais je travaillais sur une autre question qui était finalement, quand on regarde les traitements sur le sida actuellement, c'est surtout les traitements où on supprime la réplication du virus, des traitements virologiques ou antiviraux. Et est-ce qu'il y avait une part chez certaines personnes qui ne répondent pas bien à ces traitements, une part d'une autre action possible où on stimule le système immunitaire. Donc, des stimulateurs du système immunitaire en plus des antirétroviraux. Et là, c'est quand même des grandes études, enfin les grandes études, tout est relatif, parce que maintenant on en fait de beaucoup plus grandes, mais sur quelques milliers de personnes, sur 10 pays, à long terme, une grosse structure à mettre en place, que j'ai eu l'occasion de faire là-bas. Est-ce que tu peux nous updater un peu sur le sida, le virus, oui. Enfin, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme médicaments possibles? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, le problème se pose de façon encore très différente dans les pays développés, les pays qui ont tous les moyens possibles de faire face à l'épidémie, et ceux qui n'ont pas. Et je dirais que malheureusement, les différences s'agrandissent. Juste pour regarder un petit peu ce qui se passe en Afrique, je reviendrai aux États-Unis après. Il y a 2 chiffres, il sort des 2 chiffres. L'Afrique, c'est environ 15% de la population mondiale. L'Afrique, 15% de la population mondiale, 70% des infections. Voilà. Donc ça veut tout dire. 72% des morts par sida ont lieu en Afrique, et ça explique tout ce qu'on n'a encore jamais réussi à faire finalement maintenant pour affronter l'épidémie là où elle est la plus sérieuse. Alors pour l'Europe et pour les États-Unis, bonne nouvelle, mais ça tout le monde le sait depuis des années maintenant, les trithérapies ont fait la révolution, et on doit vraiment rendre hommage à Gilead et à bien d'autres compagnies, mais enfin quand même surtout Gilead, pour continuer d'ailleurs à améliorer les traitements. Ils ont une permanence des approbations de nouveaux traitements. Et de ce qui était avant une vingtaine de comprimés par jour, qui n'avaient pas une efficacité énorme et beaucoup d'effets secondaires, on en arrive à 1 comprimé par jour, efficacité excellente et finalement très peu d'effets secondaires, tels que maintenant les gens qui sont infectés peuvent tout à fait espérer avoir une vie normale et une espérance de vie normale. Même arriver à avoir des enfants, se marier, assurance médicale, tout ça c'est vraiment remarquable. Et d'ailleurs en Californie, le système de remboursement des traitements contre le HIV est particulièrement bien fait, ce qui fait que la plupart des gens ont accès au traitement aussi. Deuxième grande révolution, mais ça qui n'est pas récente aussi, qui date, j'en ai seulement parlé il y a 8 ans, on a réussi à assez bien comprendre comment se faisait la transmission du virus de la mère à l'enfant, tel que si on donne une intervention très simple, quelques comprimés à la mère au moment de l'accouchement, la plupart de la transmission c'est au moment de l'accouchement, et au nouveau-né, on arrive à vraiment éliminer le risque d'infection chez l'enfant, puisque c'est à ce moment-là qu'il se passe. C'est un peu comme si on avait presque un vaccin pour prévenir la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et de nos jours, il n'y a pratiquement plus d'enfants qui naissent dans les pays développés qui sont infectés par leur mère
par le sida. Ces services ont disparu. Il y a certains enfants qui ont été infectés il y a longtemps et qui ont continué à suivre toute thérapie, mais il n'y a plus ce problème-là. Alors maintenant, si on tourne la page et on va en Afrique, et bien à ce moment-là, c'est complètement l'inverse. Il n'y a toujours pas de vaccin. Il y a quelques interventions qui ne sont pas très faciles et qui de toute façon n'ont pas une efficacité dans des grandes dimensions, je dirais au-delà de 70%. Et inutile de dire que les traitements, trithérapies et autres ne sont pas disponibles. Et encore pire que ce, je dirais pas encore pire, et également, et de façon également triste, il n'y a pas de dépistage systématique des femmes enceintes en matière de HIV et donc pas de moyen d'intervenir pour prévenir la naissance d'enfants qui est infecté, alors qu'on sait très bien le faire, on a parfaitement les moyens de le faire. Mais Marie, on n'en parle plus du sida. C'était une question. Est-ce que ça a un effet négatif? C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes infectées et donc un coût à la société? Tu me voles ma question. Voilà, non, c'est qu'on en avait parlé un petit peu, Frédéric, moi, quand on c'était, est-ce qu'en fait, est-ce que, à ton avis, on en parle encore suffisamment? Est-ce qu'on est pour faire de la prévention? Je crois qu'on en parle quand même suffisamment parmi les gens qui pourraient être à risque d'être infectés dans le milieu homosexuel, dans le milieu des drogués, quand même on en parle encore. Et puis je pense qu'on n'en parle pas autant qu'il y a 20 ans chez les adolescents quand même. Et normalement ils devraient, parmi toute l'éducation qu'ils doivent avoir à un moment, avoir une éducation sur le sida en tant qu'une des maladies sexuellement transmissibles et incontestablement la plus grave. Et les écoles d'État, par exemple, je ne sais pas, mes enfants ils n'ont pas cet âge-là, mais les écoles d'État, par exemple, est-ce qu'il y a de l'éducation sexuelle qui parle du sida? Ah oui, oui, absolument. Dans les transitions entre la troisième et la seconde, oui, absolument. Ah oui, non, ça se fait. Donc, par contre, il y a encore énormément de campagnes en Afrique. Voilà, donc encore j'allais revenir à l'expression anglaise, mais the gap is increasing, malheureusement, et les différences sont de plus en plus graves, et c'est dramatique. Alors, en 2004, tu décides de changer de field, oui. et puis de faire autre chose, d'aller vers une entreprise plus petite. Voilà. Tu rentres pour ça à Affimax, qui était une start-up. On reçoit beaucoup de gens ici de la high-tech, donc on a l'habitude des montants de levée de fonds pour la high-tech. Moins dans ton domaine. Quels sont les montants de levée de fonds pour une société comme Affimax? C'est des dizaines de millions de dollars à chaque fois. C'est pas moins de 80 millions de dollars. C'est une petite levée de fonds. Voilà. 40, 50, 80 millions de dollars, c'est dans les petites levées de fonds. Voilà. Parce que les coûts sont énormes. Alors peut-être juste pour revenir à ça, justement, donc effectivement, en 2004, juste dans les premiers jours, enfin j'avais présenté ici dans les premiers jours où j'avais commencé mon nouveau travail, je me rendais bien compte que la recherche sur le sida, tout aussi importante et passionnante soit-elle, n'avançait pas énormément et que, dans mon but de pouvoir vraiment contribuer à une action tangible et aussi sur le plan d'une carrière qui doit progresser, il fallait que je me dirige vers d'autres domaines de recherche où les échéances étaient plus prometteuses à court terme. Et puis surtout, Chiron, c'était une très grande compagnie pharmaceutique qui depuis a été rachetée par Novartis, donc on la connaît plus sous le nom de Chiron. Et je voulais joindre une petite compagnie pour avoir peut-être un petit peu plus d'impact et me pousser un peu sur le plan de mes responsabilités. Et donc j'ai joint cette petite compagnie quand elle était privée. Il n'y avait que 70 employés, une plateforme de technologie et pas de traitement en études chez les patients. Et donc j'étais responsable de faire grandir cette partie-là de la compagnie, c'est ce qu'on appelle le développement. À quel moment peut-on se dire qu'on a suffisamment d'informations pour qu'une molécule dont on pense qu'elle puisse servir aux patients par la suite, on puisse déjà la tester chez les volontaires sains, puis chez les patients, et à la fin, au bout du compte, essayer d'avoir l'approbation de la molécule pour les patients. Et donc, c'est ce que j'ai fait évidemment avec un groupe qui a grandi au cours du temps. Et la compagnie est devenue publique dans les premières années. On a fait des collaborations avec des partenaires beaucoup plus musclés que nous en matière de finance et aussi très musclés en matière d'expérience. Et finalement, on a choisi un des produits sur lequel on s'est concentré pendant 8 ans. Et on a fait une progression d'études chez un petit nombre de patients, enfin de volontaires sains, puis dans un nombre de patients de plus en plus important. Alors, je vais parler une seconde de la molécule pour que vous puissiez comprendre exactement le domaine thérapeutique dans lequel je me suis concentrée au cours des dernières années. Il s'agit du traitement des anémies. Donc les anémies, c'est le fait de manquer de globules rouges dans le sang, et ce qui induit un manque d'oxygène au niveau des tissus, et ce qui évidemment à long terme
est d'un énorme problème, voire mortel. Mais quand on n'a pas suffisamment de globules rouges ensemble, soit les transfusions. Tout un problème de recevoir les transfusions chroniques. Les patients, les anémies chroniques et sévères, qui sont celles dont je parle, existent dans beaucoup de circonstances, mais vraiment la plus importante, c'est les gens qui ont des maladies rénales. On a souvent l'impression que le rein, c'est un organe qui est là pour éliminer les toxiques et produire de l'urine. Certes, c'est sa fonction principale, mais clairement, le rein a d'énormes fonctions supplémentaires, et entre autres de produire une hormone. Donc, le rein produit une hormone qui va être circulée dans le sang, qui va aller dans la moelle osseuse, et dans la moelle osseuse stimuler les cellules souches, justement, enfin, les cellules, et pour dire, allez, il faut y aller, il faut produire les globules rouges. Et c'est ces globules rouges qui sortent de la moelle osseuse et puis qui nous permettent d'avoir un taux d'hémoglobine normal, en général autour de 14. Si les reins ne fonctionnent pas, et les gens qui ont des maladies rénales ont des reins qui fonctionnent de moins en moins bien au cours des années, jusqu'à terminer en dialyse, où là, il n'y a plus aucun fonctionnement rénal du tout, la fonction rénale est complètement éliminée. À ce moment-là, ils n'ont plus cette production d'hormones et ils voient leur taux d'hémoglobine diminuer, ils sont de plus en plus fatigués et puis à la fin, ils n'arrivent plus tout à fonctionner et il faudrait qu'ils aient soit les transfusions, soit d'autres traitements. Alors, ces traitements, qui s'appellent tout simplement l'époïétine, c'est le nom de l'hormone que l'on remplace, existent depuis 20 ans. Et c'est Amgen qui a fait cette découverte extraordinaire de pouvoir remplacer une hormone par une protéine qu'ils ont reproduite, et ça a révolutionné la vie des patients en dialyse. C'est-à-dire que déjà les patients en dialyse ont déjà suffisamment de problèmes comme ça avec leur dialyse, et je ne les cite pas tous déjà, mais ils n'ont plus à être dépendants de transfusions toutes les 3 semaines, ce qui était une vie tout simplement encore plus horrible que n'est déjà la dialyse. Et ces traitements marchent très bien, mais ils doivent se donner 1 jour sur 2. C'est une injection 1 jour sur 2, 3 injections par semaine exactement. Donc, pour les patients qui doivent avoir ces traitements à vie, parce que, sauf transplantation rénale, ils auront toujours besoin de ce genre d'hormones pour éviter la transfusion, ça devient quand même un petit peu lourd. Et les patients et les médecins, surtout, demandaient à avoir une alternative. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que ce seul médicament qui, en tant que tel, est bien? Et puis, si on tente d'avoir autre chose, est-ce qu'on peut avoir un médicament qui soit un peu plus facile à utiliser? Et donc, on a mis au point, alors je ne rentre pas dans les détails techniques, mais quand je dis on, ça c'est des chercheurs dans le groupe auquel j'appartiens, un traitement qui peut se donner 1 fois par mois. Une injection, ça marche, à peu près 1 fois par mois. Donc, vraiment, un traitement qui a amené un confort de gestion de l'anémie. Vraiment, j'ai du mal à parler l'anglais en français, là. De parler de gestion de l'anémie ou traiter les patients pour leur anémie bien supérieure. Alors, ça a été une aventure quand même. 8 ans, ça a été une aventure parce que je voudrais donner un petit sens finalement de la complexité que c'est de mettre au point le médicament. Ça, et on en est tous les bénéficiaires, puisqu'au bout du compte, quand les médecins vont prescrire, quand on nous conseille de prendre un nouveau médicament, on espère qu'il y a quand même un bon nombre de gens qui auront eu et les connaissances professionnelles et l'éthique finalement pour qu'on puisse nous prendre ce médicament dans une relative sérénité. Et ces gens, j'espère, c'est des gens dans les compagnies biopharmaceutiques en collaboration avec énormément de centres, en général hospitalo-universitaires, d'une part, et puis de l'autre côté, c'est la FDA. La FDA qui est le gardien de la santé publique des gens, et bien sûr qu'il faut les groupes indépendants pour imposer des régulations. Notre copain Marc demandait si on vous avait consulté dans le cas contre Lance Armstrong. C'est des drogues pour Tour de France, ça? Oui, alors j'en ai beaucoup entendu parler parce que, effectivement, le médicament que l'on a mis au point est un médicament qui est compétitif de l'époïétine. Non, on ne va pas consulter pour répondre à la question directement. Non, on n'aurait pas du tout consulté sur ça là pour l'instant. Mais je peux dire que, alors que je peux donner 2 anecdotes à ce propos-là. D'abord, premièrement, dès qu'on a commencé à travailler sur ce médicament, l'Agence internationale de lutte contre le dopage est venue nous voir en disant qu'il faut absolument faire une collaboration pour qu'on travaille ensemble et qu'on ait les moyens de détecter votre produit dans nos laboratoires, parce qu'avant même que votre produit soit sur le marché, c'est déjà bien un jour, finalement il a été en mars dernier, on peut vous assurer qu'il y aura des athlètes qui se sont déjà produits. Je me demande comment, parce qu'en général on est censé quand même bien contrôler ce qui se passe, mais il y a peut-être des athlètes qui l'ont utilisé. Et puis une autre chose toute simple, c'est que je me souviens encore de quand je commençais justement en 84, et on n'avait même pas, on avait encore quelques ampoules de ce médicament qui étaient données chez les volontaires sains, et il y a une personne qui vient et qui dit, mais vous savez, j'ai ma grand-mère qui va pas bien, qui a l'anémie, rien ne marche, est-ce que je pourrais avoir accès d'une façon compassionnelle à ce produit?
Et alors on regarde, mais non, mais il n'est même pas encore donné chez le patient. Et finalement, on a bien compris que c'était un cycliste, je crois, espagnol, qui était venu les c'est vraiment... on a bien compris qu'il n'y avait pas de grand-mère dans l'histoire, qu'il y avait un problème. Donc oui, il y a vraiment un gros problème. Et notre médicament est particulièrement dangereux de ce côté-là, entre parenthèses, dangereux dans le cadre de... Il facilite l'utilisation du dopage, tel est le désir des athlètes, puisqu'on peut le donner à une injection, il n'est plus détectable dans le sang au bout de 10 jours, dans le sang ou dans les urines, il n'est plus détectable au bout de 10 jours, mais son effet, qui est un effet prolongé, est encore là pendant environ 3 semaines à 1 mois. C'est presque parfait. Mais voilà, donc et on fait très attention. Quelle est la taille du dossier soumis Oui, ça, j'en ai parlé, c'était impressionnant. Et, pour revenir à la question que tu poses, Frédéric, on n'arrive pas à avoir l'approbation d'un médicament sans avoir présenté une recherche, mais extraordinairement complète, tant dans ce que l'on considère être l'efficacité du médicament, le profil de sécurité, et aussi comment est-ce qu'on conseille de le prendre tout simplement quand vous prenez un médicament dans la boîte du médicament, il y a toujours un feuillet qu'il faut déplier dans tous les sens parce que ça se termine d'être un feuillet comme ça avec une police d'impression très petite et dans les deux côtés. Et il y a tout ce que votre médecin voudrait savoir sur littéralement 10 ans de recherche et tous les éléments qu'on peut avoir. Alors pour répondre à la question, quand on a dû faire un dossier pour la FDA, c'était 800 000 pages d'informations. 800 000 pages, ça semble à peine pour ça, 800 000 pages d'informations. Quand je dis pages, évidemment, pages c'était tout dans le dossier électronique, puisque maintenant ça ne se fait plus, les dossiers papier, c'est évident. Et c'était, je sais combien de disquettes qui ont été portées par quelqu'un qui les a littéralement portées à la FDA et la FDA qui les a revues en 10 mois. Et nous, ça nous a pris 8 ans de recherche et 6 mois intensifs pour mettre tout ça sur le dossier. On connaît le lobbying des sociétés pharmaceutiques auprès du Congrès. Qu'en est-il auprès de la FDA? Oui, donc, alors ça c'est quand même très très clair. La FDA a été tellement critiquée qu'ils ont mis en place toute une série de mesures pour que leurs décisions soient véritablement indépendantes de tout lobbying, complètement à tout point de vue. Et je vais, ce qui est tout à fait normal et une bonne chose, et je vais raconter justement peut-être l'exemple le plus typique de ça. Lorsque l'on prépare un dossier, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, on doit passer devant un comité d'experts. Alors ça, c'est une autre aventure qui va couronner un peu la fin du processus de revue du dossier. Donc il y a eu 8 ans d'études, au moins 6 mois déjà pour mettre tout ça dans une forme qui peut être acceptée, être revue par la FDA, puis on l'envoie par la FDA. Et là, la FDA fait 2 mois, elle regarde tout le dossier, elle dit bon, c'est à peu près complet, il y a à peu près tout, ça tient à peu près la route, on accepte de le revoir. Dans certains cas, la FDA dit ah non, ça manque, ah non, ça vaut pas le coup. Vous le reprenez, vous faites ce que vous voulez avec, vous refaites des études, vous le remettez en forme. On ne veut même pas dépenser notre temps et votre argent, parce qu'on doit payer pour la revue de la FDA, à faire ça. Donc nous, ça a été accepté, ce qui est une semi-victoire ou un quart de victoire déjà. Et puis le processus de revue commence. Et à la fin, on apprend à peu près 6 mois avant la fin si on va devoir passer devant une comité des experts. Ça, c'est très important, car la FDA n'est pas obligée de se tenir à la recommandation du comité d'experts ou du compte, mais en général, elle le fait quand même. En général, donc ça va déterminer à peu près le final outcome, le résultat au bout du compte, de savoir si un médicament est approuvé ou pas. Ce comité d'experts, ça doit être un comité complètement indépendant de toute relation prolongée avec la FDA et certainement de toute relation avec les gens qui ont fait les études, qui ont parti dans les études. On en arrive même à quelquefois des extrêmes où quelquefois on dit pas de conflit d'intérêt, ça veut dire pas d'intérêt, ça veut dire que c'est des gens, des experts qui n'ont pas conseillé les industries pharmaceutiques, etc. Mais c'est à ce point que les experts doivent être complètement indépendants. Et pourtant, ils vont avoir un impact énorme. Donc, votre médicament Omontis, oui. Ça, donc il permet, il fait, si je résume oui. des néophytes, il fait à peu près la même chose que l'ancien, mais on a besoin d'en prendre une fois par mois au lieu de l'injecter 2 fois, tous les 2 jours. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant que le médicament est donc dans le commerce, c'est quoi ton rôle? Voilà. Très bonne question. Qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, tu viens de parler. Non, mais tout d'abord, les choses ne sont pas entièrement terminées, puisque nos collaborateurs ont repris ce dossier et l'ont envoyé à l'Agence européenne du médicament. Et donc, on travaille avec eux pour que ce même processus se reproduise
et essayer d'obtenir l'Agence européenne l'approbation au niveau de l'Europe. C'est pas évident, les Européens ont parfois des critères différents à tout point de vue, critères de sécurité, du profil de sécurité du médicament ou autre, et donc on est en train de faire ça, et c'est aussi assez intense. Mais maintenant on se pose deux questions. La première, c'est quand on parle d'un médicament qui est sur le marché, c'est jamais une étape finale. Il y a toujours une nouvelle étape après ça qui s'appelle l'évaluation du cycle de vie du produit. C'est-à-dire que bien maintenant on a une indication pour ce produit, mais après tout, ce produit qui augmente le nombre de globules rouges chez les patients, il peut avoir d'autres indications. Alors, il pourrait être indiqué chez les patients qui ont des maladies rénales, mais qui ne sont pas encore en dialyse, qui sont dans le décours d'évolution. Il pourrait être indiqué chez des patients qui ont une chimiothérapie et qui ont un manque de globules rouges par les effets de la chimiothérapie, peut-être. Et donc, il faut qu'on fasse toutes les études pour savoir s'il y a une justification réelle à s'embarquer dans une nouvelle aventure. D'autre part, quand on met un médicament sur le marché, on se doit de continuer à étudier le profil de sécurité du médicament. On a à peu près, je crois, étudié ce médicament chez environ 3000 patients. On a donc une certaine idée des effets secondaires plus ou moins fréquents, mais on n'a pas un recul énorme. On n'a pas la même information sur notre médicament que Amgen avec un épogène qui est depuis 20 ans sur le marché, qui a été donné certainement à des centaines de milliers de patients maintenant. Et donc, on se doit de continuer à étudier, recevoir cette information-là et continuer à étudier. Et puis, on a aussi ce luxe maintenant de se dire, retournons vers la recherche. Et qu'est-ce que l'on peut faire avec notre plateforme de recherche pour remettre d'autres médicaments sur la piste de développement clinique. Je dirais même qu'en général, les compagnies maintenant ne le retrouvent plus dans leur propre tiroir de recherche, parce qu'au bout de 8 ans, il n'y a plus grand-chose qui en reste, mais on passe tous par des collaborations avec d'autres petites compagnies où il y a des rachats et où il y a une justification à collaborer ou à racheter une molécule. Et donc, on fait toute cette évaluation de quel va être notre futur, ce qui est vraiment un plaisir et un luxe de pouvoir faire ça. Vous savez déjà si ça va être un blockbuster, le marché que ça représente? Le marché. Si, donc juste pour avoir un petit peu une idée des chiffres, là aussi, environ aux États-Unis, 3,5 millions à 4 millions de patients ont des maladies rénales. Et de ces 3,5 millions, à ce jour et chaque année, il y a 400 000 patients qui sont en dialyse. Pas un grand nombre de patients, 400 000 patients quand même en dialyse de façon permanente. Le marché de l'épogène dans la dialyse, c'est environ 2 milliards de dollars, 2 à 2,5 milliards de dollars. Et nous, on en est loin d'être là, mais je pense qu'on aura une part du marché d'Amgen entre maintenant et 1 milliard de dollars. L'action se porte bien. Elle commence à remonter. J'ai envie de vous donner quand même un tout petit peu une notion de ces difficultés-là, et puis après on pourra passer à d'autres choses. Quand tu disais l'action commence à remonter, si je dis comment ça se porte bien, elle remonte parce qu'elle a beaucoup baissé. Voilà. Et vraiment, c'est une aventure finalement de développement clinique, c'est certainement une chose qui me passionne. Il n'y a certainement pas 2 journées qui se ressemblent en gros. Et on sait bien qu'on ne peut pas tout dicter et que peu de médicaments arrivent à être sur le marché. Je cite encore d'autres chiffres très simples, mais sur 10 médicaments qui vont être testés en phase 1, donc la phase 1, à peu près une centaine de volontaires sains, et qui vont progresser vers les différentes étapes que j'ai citées, il n'y en aura qu'un seul qui arrivera sur le marché. Donc 1 sur 10 gravit les échelons 2. Et si on part maintenant en avant sur 10 molécules dont les scientifiques pensent qu'elles pourraient être des produits un de ces jours et qu'ils vont les tester dans les tubes à essai, puis ensuite chez l'animal, évaluer la toxicologie, des études de toxicologie, de pharmacocinétique, etc., tout ce qu'on appelle le développement préclinique, c'est de nouveau du 1 sur 10. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de chercheurs qui cherchent des molécules dans tous les sens pour au bout du compte arriver à une espèce de décrémage de 1 sur 100 réellement. Et je parlais des coûts, les coûts d'études cliniques sont considérables, ce qui explique 2 choses. Les coûts de développement, le besoin de faire des collaborations avec des grands groupes. Et donc nous, c'est certainement pas Affymax tout seul qui aurait pu faire ce qu'on a fait, mais on était en collaboration avec cette compagnie internationale qui s'appelle Takeda, qui est la première compagnie japonaise et une des premières dans le monde. Et c'est grâce à leur soutien un peu plein de qu'on a réussi justement à avoir les épaules un peu plus solides pour aller de l'avant, d'une part. Ça explique certainement aussi le coût des médicaments une fois qu'ils sont sur le marché, puisqu'il faut utiliser une partie de ce coût pour retourner vers la recherche et de nouveau mettre des produits de recherche en développement. Donc c'est vraiment une espèce de rouage énorme.
Lorsqu'on a fait toutes ces études, on a fait 4 études en parallèle de phase 3. Je ne vais pas arriver à trop de techniques, mais on avait beaucoup d'espoir. On travaille énormément, on avait beaucoup d'espoir que tout marcherait très bien. Et puis, quand on a regardé les résultats, il y a eu vraiment un jour J. On a regardé les résultats, j'ai celle qui ouvrait l'enveloppe. C'est comme si vous vous trouviez aux Oscars, et puis on ouvre l'enveloppe, c'est vous, c'est pas vous, c'est oui ou c'est non. Et bien, c'était peut-être bac oui, peut-être bac non. C'est-à-dire que c'était sur 2 études avec un résultat qui était vraiment très très solide, tout simplement très solide, et puis 2 études où le résultat était surprenant et qu'on ne comprenait pas bien. Mais l'obligation dans toute compagnie publique, c'est dès qu'on a cette information-là, qui est évidemment une information plus que matérielle, c'est de le donner, de rendre cette information publique auprès de nos collaborateurs et bien sûr auprès de nos investisseurs. De nos jours, dans la biotechnologie et dans l'environnement économique actuel, les investisseurs ne veulent plus de risques, et pourtant Dieu sait que ce qu'on fait comme développement clinique, ça n'est rien d'autre que du risque. Et à partir du moment où j'étais la personne au téléphone un matin à 5h du matin, à 8h du matin côte Est, à lire le relevé de presse, à répondre aux questions, et on disait, ben voilà, bon résultat là-dedans, moins bon là-dedans, et on voyait sous mes yeux l'action de la compagnie, si je me souviens bien, passer de 22 à 7 en 18 heures. Et ça, je le souhaite quand même à personne. Je vais dire en anglais parce que c'est really a character building experience, je crois. Et ça a été vraiment extrêmement dur. Il a fallu à ce moment-là se dire, mais attention, on n'a pas rêvé, les résultats qui étaient là étaient quand même des bons résultats. Il y a quand même une voie d'avenir pour ce médicament, de préparer une stratégie, de la présenter à des centaines de personnes et se dire, bah, finalement, on va aller encore taper à la porte de l'AFD et leur dire, d'accord, là où les études n'étaient pas suffisamment solides, on n'y revient pas pour l'instant, là où elles étaient très solides, est-ce qu'on peut faire ce dossier et vous le présenter? Et l'AFD a regardé et dit, bah oui, vous pouvez toujours essayer. Allez-y, essayez, puis on verra bien. Et on revient à ce que, de toute façon, on avait tout à l'heure. Le but de raconter cette petite histoire et cet aspect de notre travail depuis 8 ans, mais qui est le b.a.-ba de la recherche, le b.a.-ba du développement, ce qui pour nous a été véritablement un peu un tremblement de terre pour une petite organisation de 250 personnes, mais ce qui est un événement parmi tant d'autres pour Genentech, et Gilead, et Takeda et Amgen, c'est que la recherche, c'est quelques moments extraordinairement satisfaisants et puis beaucoup de moments où on rame quand même. Donc aujourd'hui, vous êtes 250 à peu près, oui. Tu as un agenda chargé, beaucoup de stress pour l'action décembre. Pourquoi tu continues toujours, comme on a dit, ta practice à Lucille Packard, et comment tu fais? Parce que... Oui, non, c'est... alors, j'ai tout simplement jamais considéré abandonner la pratique. Et donc chaque fois que je suis entrée en nouvelle compagnie, c'est une chose dont je parlais au début, et les gens avec qui j'interviewais étaient tout à fait d'accord pour que je continue. Comment est-ce que j'y arrive? Tout simplement, je mets ça dans mon emploi du temps, et je me suis organisée aussi pour avoir un peu de flexibilité de la part de Lucille Packard. C'est-à-dire que je ne peux pas aller à toutes les consultations, et je préviens suffisamment à l'avance. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails techniques, mais j'ai choisi un domaine de pratique qui était ma surspécialité pédiatrique, qui est ce qu'on appelle la rhumatologie pédiatrique. Donc l'ensemble des maladies rhumatismales de l'enfant. Et heureusement, ce n'est pas un domaine très vaste. Il y a 5 ou 6 grands groupes de maladies, dont je ne vois pas, mais les arthrites chroniques juvéniles, les dermatomyosites, le lupus, et 2 ou 3 grands groupes de maladies, ce qui fait que je peux quand même arriver à maintenir mes connaissances et à maintenir une capacité de pratique, parce que ce n'est pas aussi vaste que la cardiologie pédiatrique ou la génétique, ou etc. Donc ça, en choisissant un domaine relativement restreint de pratique médicale et en ayant de la part de l'hôpital de travail l'acceptation d'une certaine flexibilité, finalement ça peut marcher. Tu as une vie de famille, ton mari est présent ce soir, vous avez trois filles, ouais. Une carrière exceptionnelle. Est-ce qu'en fait tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas avoir une carrière comme ça sans un support constant de ton mari? Oui, je crois que dans l'audience, il y a beaucoup de femmes qui diraient la même chose. Je ne suis pas la seule, je suis absolument pas la seule à pouvoir le dire, mais absolument. Oui, c'est sûr que... je remercie Claude à cette occasion-là, mais enfin il le sait. On ne peut pas faire ça toute seule sans que, si on veut en même temps préserver une vie de famille suffisamment équilibrée, ou en tous les cas où les enfants s'y retrouvent.
Et pour ça, effectivement, Claude n'a pas une situation où il voyage, où on peut être très très présent en comprenant mes impératifs, moi, de voyage et autres. Et c'est pas non seulement ça, c'est indispensable, absolument. Est-ce que tu peux nous dire si tes trois filles ont récupéré la passion pour la médecine? Oui, je crois en fait, parce que donc elles ont, certains d'entre vous qui ont le plaisir d'avoir des amis ici en audience, les connaissent bien. Nous avons trois filles qui sont toutes dans la transition entre l'adolescence et la vie de jeunes adultes. Et elles ont 15, 17, 19 ans. On habite à Palo Alto, donc elles sont entre Pali et puis l'université. Et pour l'instant, elles sont dans les voies scientifiques. Donc voilà, entre la médecine et les études vétérinaires dans leur désir. Je vous appelle te demander si tu as le temps de faire autre chose que la famille et le travail. Oui, là, ça pas de devient sport, pas de... Non. Un peu de lecture. Beaucoup de lecture. Autre que médical. Oui, non, beaucoup de lecture autre que médical, parce que c'est le plaisir, c'est la détente, c'est comme dit l'ami qui est là le soir, tous les soirs, en permanence pendant les voyages, mais plus tellement de temps pour autre chose. Je me souviens quand j'étais venue il y a 8 ans, donc la question m'a été posée. À ce moment-là, les enfants étant plus petites et ma responsabilité moins grande, on avait, que moi, trouvé le temps d'apprendre à faire du tango et d'aller danser le tango en Argentine et quelquefois ici dans la région. On a dû laisser tomber ça par défaut d'énergie quand même le soir. Et puis, comme on le partage tous ici, adolescentes, jeunes adultes, elles demandent du temps et c'est pas le temps de faire la cuisine, ça en général c'est elles qui nous le font et mieux que nous en général, mais c'est plutôt le temps de discuter, le temps d'être présente dans toutes ces grandes décisions. Donc de ce fait-là, il y a plus grande choix pour autre chose. Je dirais que quand même en dehors du travail des enfants de mon mari, j'ai laissé beaucoup, et on a laissé beaucoup de place à l'amitié, donc on voit souvent des gens, je vois souvent mes amis, même à part, un élément extrêmement important du partage qu'on peut avoir entre amis pour avoir un autre cadre de référence. La famille en France aussi, on ne voit pas assez souvent, mais qui prend du temps et à juste titre. Et puis que j'ai pas beaucoup de besoin de temps pour moi pour l'instant. Si je peux déjà faire ça relativement bien, ce sera déjà pas mal. Tu es encore assez jeune pour avoir une carrière devant toi. Tu as déjà une idée de ce que tu veux faire après? Alors, peut-être deux choses. La première, c'est les de bons coups dans la recherche, de ne pas rester trop longtemps au même endroit. Et pour moi, ça fait 8 ans. Voilà, c'est bien, mais à un moment, il faut montrer qu'on veut aller à une étape d'après. J'aimerais certainement bien, dans une autre compagnie, travailler aussi en tant que Chief Medical Officer, peut-être une compagnie un petit peu plus grande, et voir quelles sont les possibilités et ce que j'apprendrai, ce que je pourrais apporter là. Cela dit, il faut être réaliste, l'économie n'est pas extraordinaire et il y a un poste de Chief Medical Officer par compagnie, donc c'est pas, ça limite beaucoup les choix. Et donc, mais je suis aussi extrêmement heureuse là où je suis, rien ne me pousse à partir, c'est plus une réalisation qu'à un moment on tourne un petit peu avec les mêmes collègues, avec les mêmes questions et qu'on sent bien que dès qu'on change d'environnement, il y a un domaine qui t'intéresse particulièrement? Vraiment, au bout de cette année-là, mon domaine de spécialité c'est le développement clinique, quel que soit le domaine technique. Si à un moment ou à un autre je pouvais refaire des études sur le vaccin du sida et retravailler dans le sida, je le ferais autant que possible, mais ça n'est pas évident et je dirais plus comprendre ce qui amène un médicament sur le marché, c'est véritablement ma passion et ce que je peux exercer dans d'autres domaines. Après tout, j'ai appris l'hématologie et la néphrologie sur place en travaillant sur ce médicament-là. Et on sait s'entourer d'experts techniques qui pratiquent la néphrologie tous les jours et qui ont un apport substantiel dans tous nos raisonnements. Voilà, et puis après peut-être plus à temps plein, mais ça pour un peu plus tard, faire partie d'une organisation à but non lucratif et redonner un peu plus de mon temps, de mon travail pour les pays en voie de développement. Parce que je ne fais que à temps partiel. Tu es aussi au bord de différentes organisations. Oui, alors de mon travail sur le sida quand j'étais à Cairon, j'ai gardé un lien vraiment réellement émotionnel et scientifique avec le domaine du sida. Et je suis au bord de deux toutes petites organisations à but non lucratif. Donc ce n'est pas des choses qui demandent quand même énormément de temps non plus et qui travaillent tous dans le domaine de la prévention du HIV. C'est un groupe de gens qui n'arrêteront pas de travailler, de se faire connaître tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin. Donc c'est un advocacy, de vaccine advocacy. Et c'est un autre groupe qui essaie d'amener dans 2 pays particulièrement défavorisés dans le monde, à savoir la République démocratique du Congo et le Libéria, qui amène la possibilité à des femmes et dans des hôpitaux avoir accès aux modes de prévention dont j'ai parlé précédemment. C'est-à-dire des traitements pour empêcher la naissance d'enfants.
Quand je suis venu te voir pour préparer l'interview, je t'ai écouté avec plaisir. Je pourrais le faire encore ce soir, mais je sais qu'il y a plein de personnes, je pense, qui peuvent te poser des questions. Donc je vais laisser la main à l'audience. J'ai une question sur les effets secondaires. Vous avez parlé de ça, de votre médicament, et je ne comprends pas tout à fait pourquoi il y a un effet secondaire, parce que quand même il s'agit de recréer précisément, exactement la même molécule, l'hormone de votre corps. Et pourquoi cette hormone ne génère pas d'effets secondaires dans notre corps? Pourquoi avec votre médicament? C'est une très très bonne question. Je la répondrai d'abord sur le plan spécifique pour ce médicament, mais je vais commencer par une autre réponse que m'avait donnée un de mes collègues, qui est si bonne, c'est pas d'efficacité, pas d'effet secondaire. C'est un médicament, no effect, no secondary effect. Si un médicament n'est pas efficace, en général, il n'y a pas d'effet secondaire. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour répondre à une question très pertinente, qui est, après tout, on reproduit l'hormone, donc qu'est-ce qui se passe? La grande différence, c'est que quand nous, on sécrète, vous et moi, notre hormone de façon naturelle, elle est sécrétée et régulée en permanence par l'organisme. Donc c'est une sécrétion constante, à un taux qui va être constant, qui va être régulé par nos besoins. La machine marche vraiment très très bien. Et on ne se retrouve pas avec des taux d'hémoglobine trop hauts ou trop bas. Alors que quand on donne une hormone exogène à une certaine fréquence, on va passer par des taux un peu plus hauts, puis un peu plus bas, et un peu plus haut. Et rien que ça peut donner un certain nombre d'effets secondaires. Chez vous et chez nous, pas tellement, parce qu'on est en bonne santé et notre corps peut s'adapter à des variations. Mais chez des patients qui sont en dialyse, qui n'ont aucune capacité d'adaptation à des variations, par exemple, de volume de sang, ça peut tout de suite avoir des effets secondaires beaucoup plus importants. Puis quand on donne quelque chose d'exogène, qui n'est quand même pas la molécule elle-même, il peut y avoir toujours des réactions d'hypersensibilité, des réactions à la molécule, qui sont des phénomènes en général immunologiques, mais pas toujours, et qui peuvent être parfois très sérieux. On réagit à quelque chose d'artificiel. Avec les réactions les plus bénignes sont tout simplement une éruption, mais les plus graves peuvent être vraiment un choc et une baisse de la pression artérielle. Et puis enfin, quand on donne une molécule qui n'est pas la molécule initiale, on peut toujours, l'organisme parfois réagit en construisant des anticorps contre une molécule étrangère. Donc le simple fait d'être étranger par rapport à soi-même induit un risque d'effet secondaire réel. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre les deux molécules. Bien sûr, absolument. Quelle est la différence? Alors là, ça devient plus technique et je peux répondre, mais l'un a été recréé à partir d'un gène qu'on a inséré dans des cellules. Je parle de la molécule d'un gène qu'on a inséré dans les cellules et puis après on purifie la protéine que les cellules ont produite. Mais par les mêmes phénomènes de purification, il faut recréer. La structure de la molécule n'est pas exactement la même. Et puis, on peut aussi s'amuser à ajouter d'autres molécules autour qui vont avoir des effets bénéfiques et des effets secondaires. Voilà. Donc il y a quand même toute une technique de créer la molécule. Ce n'est pas purement, spécifiquement la copie conforme de l'hormone naturelle. J'ai une amie qui a fait médecine à Paris, 5 ans d'internat, chirurgien à Paris, qui veut émigrer ici. On lui fait repasser un examen, elle a des super notes, mais il faut revenir à Los Angeles. Et ensuite, il faut qu'elle cherche un internat de chirurgie dans tous les hôpitaux. La médecine a l'air d'être cloisonnée plus que n'importe quelle autre discipline que je connais. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas l'intérêt est-ce que ce serait l'intérêt de tout le monde que les diplômes ce soit? C'est les gens comme toi qui doivent faire avancer les standards. Cloisonner, tu veux dire entre les pays, c'est ça, entre les différents pays. Oui, pourquoi est-ce qu'un médecin doit refaire son chemin de croix ici ou là-bas? Pourquoi est-ce que ça ne passe pas plus facilement? Dans un monde idéal peut-être, mais en fait je le comprends, parce que d'abord, on régule le nombre des médecins. C'est évident que beaucoup de médecins, on voit des gens peut-être de Paris et autres qui vont venir exercer ici, mais tu as la moitié des médecins d'Inde et de Chine qui pourraient venir exercer ici, qui se débrouillent pour avoir une carte verte, etc. Il y a une régulation du nombre des médecins pour commencer. Et puis surtout, il faut bien sûr vérifier que la formation dans chacune de ces universités, écoles de médecine et pays, soit équivalente à la formation ici. Et c'est impossible pour l'association médicale américaine d'aller vérifier dans chaque université si les unités qu'on a faites à Paris correspondraient. On ne peut pas le faire. Et on peut penser que les diplômes de Paris tiennent suffisamment la barre par rapport à un diplôme de UCSF, mais aller après vérifier qu'un diplôme de Tombouctou tienne la barre, ça devient très compliqué. Et puis enfin, il y a la pratique de l'anglais aussi, quand même, il y a la pratique de l'anglais et qui plus est de l'anglais médical. Les habitudes sont différentes, mais
on trouve un moyen enfin, de... là, quand même, il y a un système médical avec la santé des patients. Au bout du compte, on ne peut plus improviser. Donc, je trouve qu'au bout du compte, c'est assez et je dirais que l'inverse est aussi difficile. Hein. D'avoir un diplôme américain et d'exercer en France, c'est probablement plus difficile. Hein. Donc, si j'ai bien compris, votre petite molécule, elle le cancer, c'est vraiment des radiations extrêmement localisées qui n'induisent pas parle de d'anémie. radiation atomique sur une population. Est-ce que ça pourrait sauver? Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris ça. Alors là, je crois qu'une catastrophe atomique, Oui. ça n'a pas été étudié. Honnêtement, ça n'a pas été étudié. Oui, parce qu'on peut, mais je ne sais pas dans quel cadre il reste suffisamment encore de cellules souches dans les cas catastrophiques dont vous parlez pour qu'on puisse même stimuler des cellules souches. Probablement, ça aurait fait un effet, ça n'a jamais été étudié. Il y a un marché de Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un marché. Je suis pas sûre. Je comprends. Le California Stem Cell Institute, c'est des obligations, c'est l'argent du contribuable californien. Oui, c'est notre argent à nous, oui. Ça finance des recherches qui sont faites en Californie ou en joint group. Si c'est un groupe californien qui travaille avec un groupe français, est-ce que Ça c'est... marche aussi, oui. Il faut qu'il y ait un groupe californien, un chercheur californien, dans un institut californien, mais il peut y avoir des collaborations. Il faut qu'il y ait un point en Oui, Californie. absolument. Oui, parce que le but, c'est que les bénéfices se retransmettent au niveau de la Californie à plusieurs points de vue. Premier point de vue, si les patients un jour peuvent bénéficier de ces avancées médicales, tous les patients des États-Unis en bénéficieront, entre autres évidemment les patients californiens. Et puis ça stimule la recherche en Californie et la collaboration, et puis les emplois, etc. François. Est-ce que vous avez des éléments comparatifs sur l'approbation des médicaments en France et en Europe? C'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais j'ai l'impression, peut-être c'est juste un mythe, que certaines entreprises américaines peuvent faire approuver des médicaments en Europe parce que le cycle sera plus court et ensuite se servir de cette approbation pour revenir aux États-Unis et approuver les médicaments. Oui, non, pas vraiment. Les entreprises vont dans les deux parties du monde, de chaque côté de la mare, comme on dit en each side of the pond, pour avoir leur approbation parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Les cycles sont un petit peu plus longs pour l'approbation en Europe qu'elle n'est pour l'approbation aux États-Unis. Et l'un ne garantit pas l'autre. Et on est bien placé puisqu'on est exactement là et on vient d'avoir l'approbation américaine, on n'est pas du tout garanti d'avoir l'approbation européenne. Il y a beaucoup de choses qui comptent là-dedans. Il y a l'évaluation du dossier, la façon dont les évaluateurs jugent la qualité des données la qualité des données. Et puis aussi tout un phénomène d'inspection de ce qu'on a fait. J'en ai pas parlé, mais on a été inspecter les sites qui ont fait des études, les laboratoires avec qui on a travaillé nous-mêmes plusieurs fois. Et maintenant, les Européens reviennent nous voir en disant on veut inspecter tout ce que vous avez fait. Et tout ça, ça va être pris en compte dans un dossier. Donc ça devient très compliqué. Il n'y a pas vraiment de garantie d'une façon ou d'une autre. Est-ce que la Chine travaille sur ces technologies? Est-ce qu'ils sont en avance, en retard? Alors, la Chine ne travaille pas sur le fait de mettre des techniques nouvelles au point, mais tous les pays comme la Chine, l'Inde, la Russie travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle les biosimilaires. C'est-à-dire qu'ils vont, une fois que les brevets arriveront à expiration, et ils sont déjà arrivés à expiration entre eux, ils vont recréer ces médicaments. Certains médicaments sont assez faciles à recréer, mais pas toujours avec des conditions de sécurité impeccables. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de contrôles de qualité qui peuvent être faits pour arriver à la mise au point des médicaments comme ceux dont je parle sont absolument énormes et on doit vraiment montrer que les lots de médicaments sont reproductibles et parfaitement purs. Et je vois bien qu'il existe des tas de biosimilaires qui sont faits presque dans des garages, je dirais, et dont le degré de pureté du médicament est loin d'être ce qu'il devrait être et qui proviennent en général de pays émergents. Et ça pose des tas et des tas de problèmes. Est-ce que votre produit peut être commercialisé en Côte d'Ivoire? Est-ce que le produit que vous avez mis sur le marché américain peut être vendu en Côte d'Ivoire? Non, parce que pour l'instant, on n'a pas décidé de le commercialiser dans les pays en dehors de l'Europe et des États-Unis pour l'instant. Alors, ce n'est pas nous qui s'occupons de ça, c'est notre collaborateur dont je parlais qui est responsable du reste du monde, responsable des États-Unis et du reste du monde, mais c'est certainement pas le genre de produit qui sera facilement commercialisé là-bas. Ok, merci. Une question? Moi j'ai une dernière question. Sur les cellules souches, quand est-ce qu'on va voir réellement un débouché? Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a d'abord une seule
technique qui est approuvée actuellement par la FDA, qui est à la naissance le fait de prélever dans le son du cordon ombilical, il y a beaucoup de sang dans le cordon ombilical, il y a des cellules souches embryonnaires en grande quantité, et ces cellules souches peuvent être prélevées, peuvent être préservées, congelées, et réutilisées après dans les transplantations pour les leucémies en général. Ça a été approuvé. Mais en ce qui concerne véritablement, ce n'est pas un médicament, c'est l'utilisation de cellules souches déjà existantes. En ce qui concerne les médicaments, on n'en est même pas encore aux phases 1 et 2, donc ça va être une histoire au mieux de 8-10 ans pour avoir les premiers médicaments approuvés. Se réjouir tout de suite. Non. Et pourtant, les besoins sont... Ça fonctionne, l'impact, ce Stem Cell Research Institute, on a entendu parler beaucoup, c'était controversé, une controverse, est-ce que ça marche, est-ce que ça va avoir... ça va faire décoller la Californie? Ah oui, je crois véritablement. Enfin, on peut voir, ça a donné un essor à cette recherche, le nombre de propositions qu'on a, le nombre de gens qui s'y sont consacrés depuis, ou des gens qui voulaient le faire depuis longtemps, qui n'avaient pas les moyens de le faire ou accès aux cellules souches. Je crois que véritablement, ça transforme la recherche, et de ce fait-là, à un moment ou à l'autre, ça va quand même transformer la science. Au moment où tout arrive, ça prend du temps, beaucoup plus de temps qu'on le voudrait, surtout quand on est patient. Si on est des patients impatients, je dirais, mais surtout quand on subit les affres de ces maladies-là, et que celles-ci sont considérables, à un moment ou l'autre, pas forcément pour nous, mais peut-être pour nos enfants, ça changera certainement les possibilités de traitement. Anne-Marie. Comme ça, alors maintenant tu vas pouvoir en mettre une et à ton bureau et à ton fils à la maison. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Absolument, merci beaucoup. Voilà. Et puis merci à vous tous d'être venus et pour ce dialogue qui est tout aussi intéressant pour moi. J'espère peut-être qu'il a été pour vous. Merci encore. Et exprime beaucoup de choses, que ça se fait vraiment partout. Dans l'ensemble classique, moderne, disons que j'ai fait mes pièces dans des intérieurs très modernes. Ça